Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de 1999, Fight Club. Et honnêtement, oubliez tout de suite les histoires de bagarres clandestines dans des caves crasseuses. Ce qu'on va faire ici, c'est utiliser cette œuvre comme une véritable carte psychologique pour cartographier l'esprit humain. Allez, c'est parti. Alors pour bien commencer, il y a cette question super intéressante qui revient souvent. Pourquoi est-ce qu'on perçoit cette histoire de manière totalement différente en vieillissant ? Quand on le découvre ado, c'est clair, ça ressemble juste à un fantasme de rébellion un peu brutal. Mais avec les années, la routine, les responsabilités, bam, ça se transforme en un reflet super sombre, mais vraiment saisissant, de nos propres luttes psychologiques. Pour vraiment comprendre ce qui se passe dans la tête du personnage principal, il faut absolument qu'on parle de la persona. C'est un concept du psychanalyste Carl Jung. En gros, c'est ce masque socialement acceptable, celui qu'on fabrique et qu'on entretient tous les jours, juste pour survivre dans le monde moderne. Le problème, c'est que cette façade absolument impeccable, elle sert souvent à planquer une énorme fragilité et surtout un vide béant à l'intérieur. Et notre narrateur, qui n'a d'ailleurs même pas de nom, pour bien montrer que c'est Monsieur Tout-le-Monde, c'est l'incarnation parfaite de cette persona fragile. Sa vie est d'une absurdité totale. Il vit complètement déconnecté du monde réel. Son job, calculer froidement si les morts dans des accidents de voiture coûtent moins cher qu'un rappel de véhicule. Et pour faire taire l'angoisse existentielle qu'il ronge, qu'est-ce qu'il fait ? Il se définit entièrement par le mobilier design qu'il achète frénétiquement et il soigne son insomnie chronique en s'incrustant dans des groupes de soutien pour des malades du cancer, juste pour réussir à pleurer. C'est fou quand on y pense. Et franchement, ça illustre à merveille cette tension constante de la vie moderne. D'un côté, en apparence, on a cet appartement impeccable. On dirait littéralement la page d'un catalogue de meubles sur papier glacé. Mais de l'autre, à l'intérieur, c'est le néant absolu. Une paralysie émotionnelle totale. Le consumérisme est censé combler ce vide, mais ça ne marche pas du tout. Ce qui nous amène à une autre idée fascinante de Jung, l'anima. C'est vraiment une pièce centrale de sa théorie. L'anima, ça représente le noyau émotionnel, l'empathie, ce côté souvent refoulé dans la psyché masculine. En fait, c'est la partie de notre esprit qui nous permet de tisser des liens, de ressentir les choses viscéralement. Et forcément, quand on étouffe cette partie-là, le déséquilibre commence à s'installer. Et c'est exactement là que la psychologie de l'histoire devient brillante. Par un mécanisme de projection assez complexe, le personnage de Marla Singer débarque dans la vie du narrateur et détruit complètement son petit refuge artificiel des groupes de soutien. Pourquoi elle le dérange tant ? Parce qu'elle agit comme un miroir. Elle le force à regarder en face son propre état émotionnel, qui est complètement négligé, cynique et vide de sens. Marla, c'est vraiment l'incarnation physique de cet anima qu'il essaye désespérément de fuir. Et le constat est tragique. Sans cette connexion émotionnelle, la vie n'a plus aucune saveur. C'est juste une boucle infinie et épuisante. Les jours de bureau s'enchaînent, les vols d'affaires s'accumulent, l'existence devient, comme le dit si bien le narrateur, une copie d'une copie d'une copie. Aucune substance, rien de vrai. Mais attention, parce que c'est là